Imaginons par quelle astuce, manière si-t-il que les peintres anciens essaient de nous laisser un message pour le futur lointain, et ils interprètent, c'est-à-dire ils peignent un tableau, parfois sans titre, mais la plupart du temps, selon la convenance, ils donnaient un titre, donc ils choisissaient un thème aussi dans la panoplie de la tradition. Le plus souvent, les textes ou les anecdotes bibliques, évangéliques, ou comme tableau à l'huile, peinture, c'est occidental, donc c'était des scènes de la mythologie interprétée selon les époques aussi. Toutes les types mythologiques déités ne sont pas interprétés ni par tout le monde, ni explicitement, ni exhaustivement. Ils étaient électifs. Le problème posé, effectivement, c'était le rapport de scènes christiques et les mythologies grecques et romaines. Ça posait un problème déjà à la Renaissance et au XVIIIe siècle, effectivement, l'interprétation était encore plus abondante. Mais d'après ce que j'ai lu dans ce livre, vieilli maintenant, de Aldous Huxley, Adonis et l'alphabet. Effectivement, depuis quelque temps, je suis à la recherche de ces mythes qui entourent Adonis. Là, on comprend que avant la Première Guerre mondiale, avant les grandes guerres, selon les témoignages un peu littéraires, donc pas très précis, on aurait pu être très très précis, et du 19e siècle au début du 20e siècle, il y avait entre guillemets plusieurs groupements des bohèmes, des bourgeois, des curieux, des lettrés, voyageurs européens qui visitaient Syrie, comme lui-même d'ailleurs, en fait, Huxley. Ils décrivaient ces impressions de voyage architectural ou archéologique plutôt. Donc Adonis, c'était thème central, donc il a donné le titre de son livre, mais quel rapport avec l'alphabet? Parce que rapprochement, il y avait une vue. Imaginons par quelle astuce, manière si-t-il que les peintres anciens essaient de nous laisser un message pour le futur lointain, et ils interprétaient, c'est-à-dire ils peignaient un tableau, parfois sans titre, mais la plupart du temps, selon la convenance, ils donnaient un titre, donc ils choisissaient un thème aussi
dans la panoplie de la tradition. Le plus souvent, les textes ou les anecdotes bibliques évangéliques, ou comme tableau à l'huile, peinture, c'est occidental, donc c'était des scènes de la mythologie interprétée selon les vogues aussi. Toutes les types mythologiques déités ne sont pas interprétés ni par tout le monde, ni explicitement, ni exhaustivement. Ils étaient électifs. Le problème posé, effectivement, c'était le rapport de dessin christique et les mythologies grecques et romaines. Ça posait un problème déjà à la Renaissance. Et au XVIIIe siècle, effectivement, l'interprétation était encore plus abondante. Mais d'après ce que j'ai lu dans ce livre, vieilli maintenant, de Aldous Huxley, Adonis et l'alphabet. Effectivement, depuis quelque temps, je suis à la recherche de ce mythe qui entoure Adonis. Là, on comprend que avant la Première Guerre mondiale ou avant la Grande Guerre, selon les témoignages un peu littéraires, donc pas très précis, on aurait pu être très très précis, et du 19e siècle ou début du 20e siècle, il y avait entre guillemets plusieurs groupements des bohèmes, des bourgeoises, des curieux, des lettrés, voyageurs européens qui visitaient Syrie, comme lui-même d'ailleurs en fait, Aldous Huxley. Ils écrivaient ces impressions de voyage architectural ou archéologique plutôt. Donc Adonis, c'était thème central, donc il a donné le titre de son livre. Mais quel rapport avec l'alphabet? Parce que le rapprochement, il y avait une ville archéologique en Syrie ou en Méditerranée qui s'appelait Biblion, parce que c'était des Phéniciens apparemment qui fabriquaient des papiers en papyrus, ou bien matière première de papyrus, donc les fibres de coton, je dirais. Et ça se vendait dans toute Méditerranée. On envoyait partout là où on fabrique des papiers. Donc c'était une matière première des papiers. Et la ville de Biblion. Pourquoi on appelait Biblion? Ça, ils ne donnent pas l'explication. Ils disent que la Bible s'appelle Bible, le livre s'appelle le livre parce que le papier venait d'une ville qui s'appelait tout simplement Biblion. Mais ils ne donnent pas l'explication de Biblion. Eh bien, cette alphabétisation, effectivement, a aidé la reproduction des mythes et des transmissions au-delà des siècles et des siècles. Et on est arrivé au début du XXe siècle, juste avant la guerre. Curiosité orientale faisait top, comme on pourrait
c'était l'époque du colonialisme, un peu les choses allaient mal, mais quand même l'Occident était partout, en Inde, en Moyen-Orient, en Afrique du Nord, en Afrique du Sud, en toute Afrique, partout les Hollandais, en Indonésie. Donc, c'était je dirais, une bonne rencontre avec le monde entier était tourné un peu mal. C'est ça, le premier lancé et les conséquences du colonialisme. Voyons du côté de, enfin, selon son interprétation, Aldous Huxley, et après la Deuxième Guerre mondiale, quand même, il se plaignait de ces cabinets noirs, de ce complot politique, de ces grandes secrètes, groupements souterrains, des rassemblements initiatiques, etc., qui tournaient toujours autour de mythologie ésotérique, un peu kabbalistique. C'était la mode en Europe. Une curiosité scientifique était devenue une mode bourgeoise et un mal de direction, idée directrice, tout ce qui est rationnel et idéal était un peu dégradé, mais cette curiosité historique, et mythologique, et je dirais, même de sorcières, magie, astrologie, était en vogue. Elle est groupement, je dirais, des coups d'État et des conspirations politiques, de droite surtout, était toujours lié, selon ces témoignages, était toujours lié à cette imagination exhaustive et qui liait quand même les gens entre eux, qui donnait une sorte de cryptologie, etc. Donc c'était une manière de dépasser le quotidien de journalistique, passer à un stade de fiction romanesque ou novella. Donc tout le monde, c'est mon impression, tout le monde, c'est-à-dire les élites et les marginaux, bien sûr, étaient en recherche des traces ariennes et tout. Voilà. Aldous Huxley, quand on lit quand même de très près, en fait, il dit concernant les Phéniciens qu'ils étaient très mal dans l'art, ils produisaient des figures très laides. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais ils étaient très, très bons dans le commerce. Dans le commerce, voilà, ils figuraient un peu les Juifs qu'il a observé en tout cas mal dans l'art, très actif dans le commerce, dans les affaires. Très bien, c'est très 19e et 20e, début de 20e. Eh bien, c'est juste pour une couche de interprétation tardive de Adonis. Mais c'est vrai que le 19e siècle, c'était éclatement des interprétations, en tout cas picturales, dans l'art européen. Mais il y a eu des autres aussi, n'est-ce pas? Il y a eu dans la peinture Gauguin qui s'est allé au Polynésie. Gauguin. Il y a eu ce cas de Cézanne, qu'on dit que son
point d'inspiration, c'était la présence intensive des estampes japonaises en Europe, en l'occurrence à Paris. Donc il a connu ces figures fades, flux changeantes avec la lumière, les contours ondulantes, etc. Il y a eu des autres orientalistes, effectivement, mais les orientalistes choisissaient Afrique du Nord. Voilà, Matisse, quoi, il était à l'aide. Il y a quelques autres aussi. Et Van Gogh. Alors Van Gogh, une sorte, à mon avis en fait, une sorte de suivant de Cézanne, et en connaissance à mon avis des estampes japonais. Là comme aujourd'hui, depuis quelques jours, je photographie les cypères, là il a choisi cet arbre emblématique et il a peigné les sphères en ondulation dans le vent. Voilà quelques préceptes que j'ai obtenus. Non pas de taoïsme, mais taoïsme m'est arrivé en traversant des siècles, bien sûr, c'est-à-dire à travers peut-être Van Gogh et plein d'autres. C'est une discipline élite et ça ne donnera pas lieu à la Troisième Guerre mondiale. Mais j'ai des choix de prédilection, autres aussi. Mais taoïsme pur m'est arrivé plus récemment. Ça, il faut avouer. Cette insularisation, cette archipélisation, désertification est seulement, oui, Einsamkeit, je dirais, Einsamkeit en Allemagne. Et Heidegger aussi, en fait, avait une correspondance avec Izutsu, simplement, oui. L'autre jour, je voulais dire, mais j'ai passé. Et Izutsu a écrit un livre sur à la fois soufisme de Ibn Arabi, Muhyiddin al-Arabi et taoïsme. Les clés de voûte de ces deux grands courants qui géographiquement qui sont très loin, mais à travers cette Asie centrale peut-être de Bukhara, ils ont eu une transmission très solide et souterraine jusqu'à Andalousie. On trouve les traces dans l'Afrique du Nord, et bien sûr en Anatolie. Même la chose la plus forte, c'était pendant l'époque ottomane, c'était cette grande méditation, je dirais, soufisme. Ça c'est bien connu, mais on comprend, on ne situe pas les choses correctement. C'est vrai qu'il n'y a pas une peinture soufie, sauf qu'une calligraphie et une composition arabesque. Mais c'est un peu, malheureusement, les exemples que j'ai connus jusqu'à là, c'était chez les Ottomans, c'était, je dirais, aliéné ou superficiel, plutôt figé. Surtout figé.
Enfin, je préfère de loin quelques arabesques tunisiens, égyptiens même. Bien sûr, les plus profondes, ça devrait être dans la civilisation tamile, parce qu'il ne s'agit pas simplement d'une abstraction géométrique, mais une ondulation véritable. C'est ça, les cypres qui s'ondulent avec les changements atmosphériques, c'est que l'âme et le cœur se palpitent, l'âme s'ondule. C'est ça. C'est pas une ataraxie totale, mais une attention flottante. Donc, c'est la flottaison, c'est-à-dire les vagues. Pour s'en rendre compte, il faut en avoir l'expérience, non pas l'imitation picturale ou calligraphique. Ça, il faut entrer dans la lettre, même arabe, bien sûr, pour la calligraphie arabesque arabe. Dans les lettres, il faut savoir dormir juste dans le ventre de... je dirais un bêtise, de Aleph, non, l'autre. Aleph, bête, mim, lam, kaf, kin, etc. Tout est à reprendre un par un, mais pour l'instant, je n'ai pas d'exercice suffisant. Ce qui me suffit, silence d'abord, raréfaction, recul, retrait, pour arriver à une autre retrait qui est de l'être, donc toute thématique heideggerienne, qui est je dirais une théologie négative pour ne pas dire soufisme, négatif, non exaltant, c'est très important, parce que exaltation, enthousiasme, sublime, chez Kant, ça a ouvert une voie avec un clin d'œil au romantisme allemand de Goethe, mais enthousiasme, c'est pas contrôlé par quelque chose d'autre, mais c'est pas raffiné. C'est ça le problème, c'est toute une question d'esthète. Et vivre comment, faire comment, how now, c'est une question d'esthète. Au fond, on dit pas ça, on dit juste mesure, médiate. Mais il ne s'agit pas de cette fadeur. À la limite, fadeur, c'est le grand concept taoïsme. Dans le langage deleuzien, c'est se faire passer inaperçu. C'est ça, devenir imperceptible, qui donne lieu à des actes de recul, retrait, contre-temps, anachronisme, se taire, silence, ou dire quelque chose que personne ne peut comprendre. C'est ça, des actes de praxis d'une bonne taoïste. Et de soufisme, parce que soufisme, enfin, toutes les méandres, je ne connais pas, mais il y a une notion qui me reste de mon enfance presque, je ne peux pas vérifier si c'est vrai ou non, et c'est le piège du soufi. Ça on confond vocalement, piège de Boubi Tuzaou. En turc, c'est Soufi Tuzaou.
Ça, je suis presque sûr que j'ai lu dans les anciens livres cette expression dans la bibliothèque très vite, mais je n'ai pas noté la référence exacte. Alors, les praxis pas forcément révolutionnaires, mais je suis même convulsif ou nécessaire dans l'initiation pour le dévoilement à soi et à autrui. Là, peut-être, on peut le catégoriser sous le titre de piège de soufi. Mais ça peut être quelque chose de beaucoup plus raffiné comme une question de Rumi à son disciple ou à une malade quelconque qui souffre des symptômes de l'amour. Et là, une question piégée, tout simple, une question psychanalytique. Ça aussi, on peut le considérer comme un piège de soufi pour révéler la vérité, non pas pour afficher, mais pour un moment de devenir et d'initiation, de prise de conscience et d'amélioration. C'est ça. Il n'y a aucune des choses maléfiques, ni dans le taoïsme, ni dans le soufisme. Et il y a toujours de cette idée de révélation, auto-révélation et faire révéler les choses doucement, toujours doucement, en ondulation, en vogue, et parfois souterrain, c'est-à-dire dissimulé, imperceptible, et ça passe toujours par la perception. Pourquoi pas, c'est pas si rigide que hypobase ou hypostase, ce sont des concepts peut-être néo-platoniciens et devenus christiques, mais c'est inévitable de penser que nous sommes des ombres dans un jeu d'ombres. C'est-à-dire nous sommes comme Nietzsche a dit d'une manière accusateur, que nous sommes des pâles ombres des gens, des civilisations très anciennes et mortes. Et nous croyons vivants, mais nous sommes des ombres pâles, non pas des gens, mais de ceux qui avaient cru à un moment donné dans leur civilisation qui est morte aujourd'hui. Donc nous sommes des ombres des croyances des globes, ombre des globes, magnum ombres, les hommes d'un grand homme, peut-être. Mais Tao n'est pas un homme, n'est-ce pas? C'est une notion vide, ça veut dire la voix plutôt, voix, oui. Et frayage, balayage, anamnésis, ça enchaîne dans cette voie. Je dis toujours initiatique, mais il ne faut pas me comprendre. C'est un cheminement, et qui est fini, mais c'est le cycle qui est important. Et oui, il y a des cycles et des cycles. Il y a des cycles qui embrassent, englobent tout dans un moment de conscience éclair, comme l'histoire que j'ai fait l'autre jour, n'est-ce pas? L'analogie de ligne divisée, divided line, et deux extrémités antagonistes, chaman, philosophe et guerrier souterrain, daimonique, tout à coup se rejoignent et la ligne se renferme sur elle-même pour faire un tout et non pas
autosuffisante et fermée sur soi, mais un mouvement dialectique comme une boule de neige qui tombe sur nous et dans lequel nous sommes entraînés comme dans une maelstrom.